Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Au sommaire, la CENI suspend jusqu'à nouvel ordre les calendriers de la reprise des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema. Bien avant cette décision, l'Assemblée provinciale du Maniema avait poursuivi ce lundi 17 octobre avec les auditions des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dont l'élection était prévue pour ce mardi 18 octobre 2022. La Cour des cassations prononcera son verdict le 2 novembre prochain dans le procès de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound. Lors de l'audience de ce lundi 17 octobre, les avocats de la défense ont soulevé l'exception de l'inconstitutionnalité. Les ministères publics auraient violé l'article 107 de la Constitution. En santé, la fin de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC a coïncidé avec la célébration de la 15e édition de la Journée mondiale des lavages de mains à l'eau et au savon. Occasion pour la communauté nationale de parler de la recrudescence de l'épidémie de variole des singes qui touche plusieurs provinces de la RDC. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nouvelle session d'information sur Digital Congo Télévision. Merci de nous rejoindre. Nous débutons cette session d'information avec ce communiqué de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante qui informe l'opinion nationale qu'elle a été notifiée en date du 14 octobre 2022 de l'ordonnance du Conseil d'État lui ordonnant de suspendre la décision numéro 040 de la CENI AP 2022 du 22 septembre 2022 portant convocation de la reprise de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema. La Commission électorale nationale indépendante prend acte de l'ordonnance numéro RDR 509 du 14 octobre 2022 du Conseil d'État. Par conséquent, elle annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre du calendrier de la reprise de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema par décision numéro 041 CENI AP 2022 du 17 octobre 2022, fait à Kinshasa, c'est 17 octobre 2022, signé AG Matem, il est questeur de la centrale électorale. Et bien avant cette décision de la Commission électorale nationale indépendante de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema, le maintien pour ce mardi 18 octobre 2022 de ces scrutins par l'Assemblée provinciale du Maniema en dépit de la décision du Conseil d'État de la suspendre a suscité déjà plusieurs interrogations car lors de la plénière de ce lundi 17 octobre 2022, l'Assemblée provinciale avait poursuivi avec l'audition des candidats à gouverneurs et vice-gouverneurs. Retour sur cette journée à multiples rebondissements avec Grace Mbambi depuis Kindu. Malgré la décision du Conseil d'État suspendant le calendrier des élections du gouverneur et son vice dans la province du Maniema sur une requête introduite par un candidat, l'Assemblée provinciale du Maniema poursuit l'exécution du calendrier publié le 23 septembre dernier et confirme la tenue de cette élection le mardi 18 octobre 2022. Dans un communiqué officiel daté du 16 octobre, le bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema porte à la connaissance des élus provinciaux qu'une plénière sera organisée le mardi 18 octobre 2022 avec comme ordre du jour l'élection du gouverneur et son vice. Bien avant, pendant la campagne électorale, la présidente du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema avait indiqué que son institution va poursuivre l'exécution de ce calendrier à moins que la CENI envoie une notification pour demander de suspendre ces derniers. Si l'Assemblée provinciale du Maniema aujourd'hui fait campagne de gouverneur, c'est puisque votre Assemblée a reçu une correspondance de la CENI lui transmettant le calendrier de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs au Maniema. Et cela a été suivi quelques jours après par un communiqué officiel de la CENI pour confirmer ce calendrier. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée du Maniema continue la campagne des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs, à moins que, avant le 18, l'Assemblée ne reçoive une note de correspondance provenant de qui de droit. Et qui de droit dans ce cas-ci, c'est la CENI.
Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition du journal. C'est le 2 novembre prochain que la Cour de cassation prononcera le verdict dans le procès de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, fixé devant cette juridiction. Lors de l'audience de ce lundi 17 octobre 2022, les avocats de la défense ont soulevé l'exception de l'inconstitutionnalité. Pour eux, le ministère public a violé l'article 107 de la Constitution. Les détails dans ce reportage que nous propose Prince Bangala, rendu par John Nzati. À la Cour de cassation ce jour, Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, devant ses juges pour une audience chargée de pénétrer le fond de son dossier. D'emblée, la défense soulève l'exception d'inconstitutionnalité. Les avocats de Jean-Marc Kabound ont fait savoir à la composition que dans son réquisitoire du 29 août, adressé au bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir la levée des immunités de leurs clients, le procureur général de la République avait chargé le cité de 5 chefs d'accusation, parmi eux l'imputation dommageable. Chose qui n'apparaît pas dans le réquisitoire du même procureur adressé cette fois à la Cour de cassation. Voilà qui, pour la défense de Jean-Marc Kabound, constitue une violation de l'article 107 de la Constitution ainsi que des articles 101 et 102 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Les avocats de la défense dont je fais partie ont eu à soulever une exception de taille en termes de constitutionnalité parce que le président Jean-Marc Kabound est poursuivi pour 5 infractions d'après le réquisitoire du procureur général. Il s'est fait que le ministère public à son niveau en a libellé 12 infractions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à la Cour de cassation de nous fixer à cet fait. Dans sa réplique, le ministère public a soutenu que la procédure a été respectée et que nullement la Constitution n'a été violée. L'affaire a été prise en délibéré. Le verdict est attendu le 2 novembre prochain. Entre-temps, Jean-Marc Kabound s'en retourne à la prison centrale de Makala. Plusieurs militantes et militants de son parti Alliance pour le changement étaient là pour le soutenir. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a réuni ce lundi 17 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine les ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa en vue de les rassurer de la tenue en 2023 à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie. Au sortir de cette audience, Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC et président des ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa, a souligné la ferme volonté et l'engagement personnel du président de la République à la tenue de ces Jeux ainsi qu'à leur réussite. Puisqu'on parle du premier citoyen congolais Félix Antoine Tshisekedi, il a tenu un conseil des ministres ce week-end où plusieurs questions ont été évoquées. Pour ce qui est de l'environnement, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi plaide en faveur d'un écosystème cybersécuritaire en RDC en vue de faire face aux menaces multiples. Lors du briefing hebdomadaire organisé ce lundi 17 octobre 2022, le ministre de la Communication et des Médias est revenu sur les grandes lignes de ce conseil de ministres. Les explications avec Alain Linomwamba. Objectif principal des briefings hebdomadaires initiés récemment par le ministre de la Communication et Médias à cette deuxième séance du genre était au menu les dernières résolutions de la 73e réunion du Conseil des ministres, tenue par visioconférence par le chef de l'État en personne, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez que la République démocratique du Congo est exposée, que nous n'avons pas encore une stratégie bien assise pour faire face à tous les impératifs que nous impose la cybersécurité. À ce sujet, le chef de l'État veut voir le gouvernement, via le ministre du Numérique, prendre toutes les initiatives qui s'imposent pour permettre la ratification par le pays de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dite Convention de Malabo. À cette même réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a apprécié à sa juste valeur la mobilisation des recettes publiques grâce au travail, notamment de
la Direction générale des impôts et l'Inspection générale des finances. Au cours de cet exercice de redevabilité, un accent particulier a été mis sur l'adoption à ce dernier Conseil des ministres du projet de loi modifiant et complétant le texte de loi numéro 096-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse en RDC. Ces projets viennent d'abord répondre à un impératif de l'adaptation. De l'adaptation à la Constitution, parce qu'il vous souviendra que la loi de 96 régissait le pays à l'époque de l'ACLPT. Je pense qu'il y avait un acte de transition, mais après la promulgation en 2018 de la nouvelle Constitution, il y avait des impératifs qui devaient être pris en compte dans la loi. Mais que par la suite, avec l'émergence des technologies de l'information et de la communication, beaucoup d'entre vous qui travaillent dans les secteurs de médias en ligne, vous n'avez pas une législation. Il en est de même pour les radios et les médias associatifs, les radios communautaires et médias associatifs qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas gérés au plan légal. Donc il fallait pourvoir à ces réponses. Bien évidemment, nous avons réaffirmé le principe de la neutralité ou de l'indépendance des médias publics. Là-dedans, nous avons confirmé la nécessité pour le gouvernement d'accorder des subsides à la presse. Le texte insiste également sur la promotion de la viabilité économique dans l'objectif de garantir d'une part les intérêts des entrepreneurs et d'autre part les exigences fondées sur le développement de vecteurs économiques stables en faveur des employés. Direction la Chambre haute du Parlement où les sénateurs ont voté ce lundi 17 octobre 2022 en plénière le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national présidé par les speakers du Sénat. Modeste Bahati Lukwebo, cette plénière a procédé à une seconde lecture après examen par les sénateurs de cette loi qui reconduit la situation exceptionnelle dans deux provinces du pays, à savoir la province du Nord Kivu et l'Ituri. Les détails avec Lisette Kenga-Kelekelo. Ce projet de loi a été présenté au Sénat par la ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo Kiese, accompagnée d'autres membres du gouvernement. Elle a rassuré les élus des élus de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement Sama Lukonde de rétablir la paix dans cette partie du pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la convocation d'une table ronde dans les mois prochains pour discuter de l'avenir de l'état de siège. Le président du Sénat a à cette occasion appelé les sénateurs à plus d'assiduité pour faire avancer les travaux dans les commissions. Sur 109 qui composent le Sénat, 85 membres ont pris part au vote. 76 membres ont voté oui. 8 membres ont voté non. Un membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler aux collègues l'obligation de participer aux travaux des commissions. Le rapport que nous avons reçu le week-end fait état de ce qu'il y a des commissions qui ne se sont pas réunies faute de quorum. Or, vous savez, nous sommes tenus par le délai et que la vingtaine de lois, nous devons l'examiner le jeudi. Et donc, les différentes commissions doivent se mettre au travail. Il faut noter que c'est depuis le 3 mai 2021 que le président de la République a proclamé par ordonnance l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour mettre fin à l'activisme des groupes armés et à l'insécurité entretenue par ces derniers depuis plus de 2 décennies. Ouverture ce lundi 17 octobre 2022 à Kinshasa, au centre Nganda du séminaire interministériel de renforcement des capacités réunissant les experts, cadres et agents du bureau des coordinations du programme sino-congolaise. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de ces travaux, dont notamment celui relatif au statut des agents des carrières des services publics de l'État. Bénédicte Ndembe nous en dit plus.
Organisé sous le haut patronage du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ce séminaire interministériel axé sur le renforcement des capacités des experts, cadres et agents du bureau de coordination et suivi du programme sino-congolais tient à la formation continue et permanente des structures de la primature et de tous les ministères ainsi que des services de l'État. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de ces assises, entre autres les politiques publiques, la décentralisation, le contrat sino-congolais dans tous ses méandres, y compris le statut des agents de carrière des services publics de l'État. Soulignons l'importance et le rôle central des agents publics, particulièrement ceux d'une agence comme le BCPSC dans la défense des intérêts, c'est-à-dire droits et devoirs de la nation. Dans ce genre de contrat, le directeur de cabinet du Premier ministre a dans son discours d'ouverture appelé les formateurs et les récipiendaires à mettre beaucoup de sérieux pour dispenser et acquérir des connaissances sur le contrat sino-congolais, mais également sur le statut des agents de carrière des services publics de l'État. À quelles conditions on accède à la fonction publique? Quels sont les droits et les obligations qui vous importent? Comment est organisée, comment est structurée la fonction publique? Comment passer d'un grade à un autre? Je souhaite vraiment que les spécialistes de la question puissent approfondir cela pour donner à chacun la conscience que vous êtes avant tout agents et fonctionnaires de l'État et donc au service de l'État congolais. Vous serez là pour la défense des intérêts de l'État congolais face aux partenaires privés. Le contrat chinois aujourd'hui souffre encore d'une application complète, peut-être parce que de notre côté on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire, quelles sont nos obligations, quels sont nos droits. Il semble même qu'il y a encore un matelas financier qui n'a pas encore été débloqué, alors que nous avons besoin des routes dans ce pays. Nous avons besoin que nos minerais puissent transformer réellement ce pays. À noter que le séminaire interministériel de renforcement des capacités des experts, cadres et agents du BCPSC, un service de la primature, va se clôturer le samedi 22 octobre prochain à Kinshasa. Quittons la ville-province de Kinshasa pour la province du Haut-Katanga avec l'opérationnalisation de la zone économique spéciale transfrontalière où sera installée la première usine de fabrication précurseur des batteries électriques dans la province du Haut-Katanga. Les vice-gouverneurs de cette province accompagnés de la délégation du ministère en charge de l'industrie et celle de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEAC, ont visité les sites de 2000 hectares octroyés par la province. Obed Kambale nous en dit plus. C'est dans le cadre du processus d'opérationnalisation de la zone économique spéciale transfrontalière où sera installée la première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques dans la province du Haut-Katanga que le vice-gouverneur Jean-Claude Quinfoy et la délégation dépêchée par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia ont visité le site de 2000 hectares où sera exécuté ce projet panafricain. Sur place, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, entouré de cette équipe du ministère de l'Industrie et de la CEA, a procédé à la pose symbolique de la borne qui augure les travaux de sécurisation de ce site. Nous aimerions féliciter et remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président, le Premier ministre, ainsi que son gouvernement et tous les partenaires impliqués dans ces grands projets panafricanistes. Les richesses que nous produisons ici seront transformées en produits finis. Et lorsque ces richesses sont transformées en produits finis, ça sous-entend plusieurs sociétés, ça sous-entend beaucoup d'emplois. C'est ça qu'il faut à la République démocratique du Congo, la transformation de ces produits en produits finis. C'est à partir de cette borne que nous venons de placer que les Congolais, d'une façon générale, vont changer de statut. Ce grand projet va changer les économies des pays africains, a ajouté le chargé de la mission de l'ASES. Et aujourd'hui, en tout cas moi je suis heureux, en tant que responsable de l'agence des zones économiques spéciales, de fouler mes pieds ici dans les Katanga pour voir comment est-ce que cette borne a été placée. C'est un événement très important et c'est vraiment les débuts des grandes choses. D'ailleurs, comme nous sommes là, vous le savez très bien, c'est un projet qui est suivi au niveau le plus élevé du pays. C'est un projet qui est suivi au niveau de la Commission économique pour l'Afrique. Juste après, le vice-gouverneur et sa suite se sont rendus à la faculté de Polytechnique de l'Université de Lubumbashi, où fonctionne le Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries électriques. Ici, des laboratoires ont été visités.
La journée internationale pour l'élimination de la pauvreté était l'occasion pour les femmes des organisations de la société civile réunies au sein du mouvement féminin pour un Congo fort et prospère de sensibiliser la population congolaise sur le travail décent en République démocratique du Congo. Un travail que cette structure compte poursuivre avec le lancement de la campagne nationale Refonder la nation congolaise. Le reportage est signé Bobo Mongongo. La République démocratique du Congo, classée 5e pays le plus pauvre dans les derniers rapports de la Banque mondiale, une situation inquiétante qui devrait préoccuper et interpeller chaque Congolais alors que le pays a des compétences avérées et des ressources abondantes à transformer en richesses afin de les redistribuer équitablement pour le bien-être de tous, a martelé la coordinatrice nationale du mouvement féminin pour un Congo fort et prospère, Elise Mouimouzi, qui d'entrée de jeu a rappelé le thème retenu pour la commémoration cette année de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la dignité pour tous dans la pratique. Nous devons prendre conscience que nous avons un pays solution tel que qui a la biodiversité, la forêt, le climat et qui a les ressources du sol et du sous-sol. Et nous ne pouvons pas être les derniers ou les insouciants par rapport à tout ce que nous avons pour vivre dans la pauvreté. 5e pays pauvre, donc sur la bonne liste ou la mauvaise liste, mais nous devons sortir de ça. Nous devons être vraiment parmi les pays puissants parce que nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique, de nourrir même le monde. Alors ce jour, ça doit être un jour de prise de conscience pour que le mouvement que nous créons aujourd'hui, que nous lançons, puisse ramener à repenser la nation congolaise, l'État congolais, l'âme congolaise. Organisation de la société civile, les MFC, a partagé au cours de cet échange sa vision axée entre autres sur le renforcement des capacités des populations dans l'entrepreneuriat économique pour son autonomisation afin de sortir le pays de ce sous-développement chronique. À l'instar de la communauté internationale, la République démocratique du Congo a célébré ce 15 octobre 2022 la 15e édition de la journée mondiale du lavage de mains à l'eau et au savon, célébrée sous les thèmes mondial uni pour une hygiène universelle de mains. Cette journée coïncide avec la fin de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, mais aussi avec la recrudescence de l'épidémie de la variole des singes qui touche plusieurs provinces de la RDC. Je propose de suivre le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mboukani, dans cet extrait qui a été choisi par Arlette Ngomba. Investissons tous dans la promotion du lavage des mains. Signifie que les habitants de toutes les régions, de tous les pays, ont accès à des installations de base pour se laver les mains avec du savon et de l'eau. Les spécialistes de la santé présentent le lavage des mains au savon comme le moyen le plus efficace et sûrement le moins onéreux pour prévenir plusieurs maladies diarrhéiques et respiratoires. Selon les estimations des organisations internationales, l'ampleur des dégâts causés par le non-respect des règles d'hygiène et d'assainissement est grande. En effet, ces maladies sont la cause du décès chaque année de 3,5 millions d'enfants avant l'âge de 5 ans dans les pays en voie de développement. 22 millions de jours de classe sont perdus chaque année dans le monde à cause des rhumes, des diarrhées et autres maladies contagieuses. L'UNICEF estime que la diarrhée tue 1,1 million d'enfants chaque année et que les maladies liées à la pneumonie coûtent la vie à 1,2 million d'enfants. Selon l'UNICEF, si le lavage des mains au savon avant de manger et après avoir été aux toilettes sont racinés dans le comportement habituel, cela pourrait sauver plus de vies que n'importe quel vaccin ou intervention médicale en réduisant de près de 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers enfants, la célébration cette année de la Journée mondiale du lavage des mains coïncide avec la fin de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola et la recrudescence de l'épidémie de la variole de singe qui touche plusieurs provinces de notre pays. Depuis le début de l'année 2022, plus de 1200 cas et 58 décès ont été répertoriés dans près de 10 provinces. Le lavage des mains est toujours conseillé, étant l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir la transmission des maladies, qu'il s'agisse du coronavirus,
de la dysenterie, du choléra ou de la typhoïde. Écho des partis politiques dans cette édition du journal. Le parti politique Envol, cher au député national Deli Sesanga, a clôturé les travaux en atelier de son bureau politique élargi. À l'issue de ces assises de 3 jours, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la détermination du parti à affronter les élections prévues en 2023, mais aussi promet de ne pas se ranger derrière une quelconque structure politique ou regroupement politique. Le reportage signé Josué Ngoy et Alain Lino Mwamba. Le parti politique Envol se dit déterminé à affronter les prochaines élections comme force politique et disposé à faire des alliances avec ceux qui accepteront de coaliser avec la ferme conviction de ne se ranger derrière aucun parti ou regroupement politique. C'est ce qui a été dit au sortir des travaux en atelier du bureau politique de ce parti cher au député national Deli Sesanga. Dans son allocution marquant la fin des travaux, Deli Sesanga a tenu à féliciter les membres du parti car, selon lui, l'organisation de ces assises ont été à la hauteur des aspirations du parti. Il estime que l'alternance de 2018 a été gaspillée car, selon lui, le pays va mal. Au-delà du rapport final des travaux, j'ai reçu les conclusions de chaque commission que j'ai eu l'honneur de recevoir avant. J'ai pris connaissance. J'ai aussi pris le temps d'échanger avec vous ensemble et individuellement. J'en ai tiré une conclusion lumineuse. Le pays va mal, très mal, plus mal que la situation que nous avons mobilisée de 2015 à 2018. Le constat général est simplement alarmant. Il est tragique. L'alternance de 2018 a été gaspillée. Le pays régresse sur tous les plans. L'avant se révèle parfois mieux que l'après. Nous ne pouvons pas, pour aucune raison, nous taire et entrer dans l'hibernation face à la situation actuelle de notre pays et face au passé que nous avons tous et que nous avions tous jadis combattu de manière très énergique et qui devient aujourd'hui un horizon à conquérir. 3 jours durant, la représentation du parti politique Envol venue de toutes les fédérations du pays, soit 23 sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, a tablé sur différentes thématiques, notamment l'évaluation de la situation générale du pays sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique et socio-économique. Les participants ont également préparé la tenue du prochain congrès du parti qui se tiendra lors du premier semestre de l'année 2023, ainsi que la validation du thème du projet politique du parti. Et en dehors de nos frontières, la grève des raffineries se poursuit en France. L'annonce a été faite ce lundi 17 octobre 2022 par le patron de la CGT. De son côté, le ministre français en charge de l'économie et finances, Bruno Le Maire, a demandé aux agents Total Énergie de libérer les dépôts des carburants et les raffineries pour le bon fonctionnement du pays. C'est un commentaire que nous propose Amina Mouacha. Le carburant s'est fait de plus en plus rare en France, surtout dans les stations-service. La grève s'est poursuivie ce lundi 17 octobre dans les raffineries et dépôts de Total Énergie, comme l'avait annoncé le représentant de la CGT, Confédération Générale du Travail. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a jugé inacceptable et illégitime cette poursuite de la grève. En France, la pénurie de carburant ne semble pas se résorber. Pour la CGT, la grève est reconduite sur les sites de Normandie, de Dogne, de Metz et de Flandre. La situation était également tendue en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Certains Français s'indignent déjà sur les difficultés à se rendre au travail, inquiétude aussi en zone rurale en pleine période de récolte et semis. Une autre crainte est des vacanciers qui subissent des perturbations dans les départs en vacances et des annulations. Notez, face à ces blocages, Bruno Le Maire a haussé les tons ce lundi, disant que le temps des négociations est passé et demande aux grévistes de libérer les dépôts de carburant et des raffineries de Total Énergie. Pour rappel, les raffineries françaises sont en grève car les agents demandent l'augmentation des salaires face à l'inflation actuelle.
Voilà, c'est par cet élément que nous refermons les portes de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été nombreux à vous informer sur Digital Congo Télévision. Retrouvez après cette édition du journal en page magazine les activités de la province du Sud Kivu. Bonne suite de programme sur votre antenne. Bienvenue à toutes et tous à la une de cette revue de presse, les grandes lignes du dernier Conseil des ministres, sujet évoqué par plusieurs journaux à l'exemple de la Référence Plus. Le journal rapporte qu'à la 73e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a plaidé pour la mise en œuvre d'un écosystème cybersécuritaire en République démocratique du Congo. À cette rencontre que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidée par visioconférence, l'idée dans ce plaidoyer est de mettre en place un écosystème cybersécuritaire solide qui sera capable de faire face aux menaces multiformes. À ce sujet, le chef de l'État veut voir le gouvernement, via le ministre du numérique, prendre toutes les initiatives qui s'imposent pour permettre la ratification par le pays de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dite Convention de Malabo. À cette même réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a apprécié à sa juste valeur la mobilisation de recettes publiques, rapporte le compte-rendu fait par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Et puis cette autre performance historique pour Patrick Muyaya peut-on lire cette fois dans Africa News, dans le processus de la salubrité des médias en RDC, tenu comme voulu au terme des travaux des États généraux de la communication tenus en janvier 2022. Il a été adopté sous la présidence du chef de l'État le projet de loi modifiant et complétant le texte de loi numéro 096-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse en RDC. Pour Africa News, l'adoption de ce projet de loi en Conseil de ministres constitue, en non point douter, un des apports et pas de moindre de Patrick Muyaya qui n'a cessé d'innover depuis qu'il est à la tête de la communication et médias. À noter que l'élaboration de ce projet, l'a dit à ses collègues, le ministre Muyaya marque un premier pas de la marche vers la salubrité médiatique recommandée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des États généraux de la communication. Pour Forum des As, ce texte a l'ambition de se conformer à l'évolution technologique et sociale. En ceci qu'il tend l'objet de la loi à la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, conformément à l'article 24 de la Constitution. Au journal d'ajouter plus loin, ce projet de loi prend en compte des besoins de nouvelles catégories des médias, dont la presse en ligne, les médias associatifs, communautaires et professionnels. Il formalise la prise en compte du domaine .cd dans le secteur des médias congolais. Le texte raffermit également le rôle du Conseil supérieur de la communication et des médias dans son rôle de régulation de médias en République démocratique du Congo. Ce n'est pas tout. Le texte insiste également sur la promotion de la viabilité économique des organes de presse. Justement, en parlant de la viabilité économique des organes de presse, l'ACP, Agence congolaise de presse, explique que l'objectif est de garantir d'une part les intérêts des entrepreneurs et d'autre part les exigences fondées sur le développement de vecteurs économiques stables en faveur des employés. À noter que la réforme du cadre légal et institutionnel du secteur de la communication et des médias serait
incomplète si l'arsenal de textes devant le régir n'est pas adopté totalement. C'est ainsi que le ministre de la Communication et Médias a souligné la nécessité et l'urgence de finaliser ou réviser d'autres textes qui devront contribuer à régir de manière intégrée l'écosystème médiatique du pays, à savoir la loi sur l'accès à l'information publique, le décret portant statut de journaliste œuvrant en RDC et la loi organique numéro 011/001 de janvier 2011 à réviser portant composition et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. On va revenir sur Forum des As pour prendre cet autre sujet qui fait déjà polémique, la mercuriale du procureur général près la Cour de cassation prononcée lors de la rentrée judiciaire 2022-2023 le week-end dernier, cérémonie au cours de laquelle il a été suggéré l'alourdissement mercurial au cours de laquelle il a été suggéré l'alourdissement de la peine pour offense au chef de l'État. C'était à la suite donc de la thématique le ministère public face à la liberté d'expression dans un état de droit. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé-Mambou, avait alors expliqué comment devrait s'exercer la liberté d'expression dans un état de droit et le rôle des magistrats debout lorsque ce genre de liberté est bafoué. En effet, c'est là attendu que la RDC, qui se veut un état de droit, a-t-il expliqué, peaufinera sa mission telle que notre constitution lui a donné le prestige. Ainsi, les offenses envers la très haute autorité du pays et la propagation de faux bruits de nature à alarmer la population et de mettre un frein au développement seront réprimés sans relâche, a prévenu donc le procureur général près la Cour de cassation. Par ailleurs, le procureur général Vondé-Mambou Firmin a plaidé pour l'introduction dans le code pénal de nouvelles incriminations adaptées aux nouvelles technologies par lesquelles l'homme peut s'exprimer en ce temps moderne, ce qui justifie l'importance du rôle du ministère public, celui de protéger la société contre d'éventuels dérapages susceptibles de constituer sérieusement menace à sa survie. Développant à cette même cérémonie son discours autour du thème la portée de l'appréciation des services de l'inspectorat général des parquets, le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi, peut-on lire dans les colonnes du journal La République, a lui déploré par contre les interférences de l'inspectorat général dans le travail des juges, sujet qui n'a pas fait polémique par ailleurs. C'était tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi.